Aujourd'hui sur Force Dominante, imaginez, vous êtes dans le métro un mardi matin ordinaire. Paris gronde comme toujours. Les gens regardent leur téléphone, boivent leur café, soupirent en attendant la prochaine station. Personne ne se parle, personne ne fait attention à personne. Et dans ce wagon bondé, quelqu'un tousse. Une fois, deux fois, rien d'alarmant, vous pensez. C'est l'hiver, les gens tombent malades. Vous remontez votre écharpe et vous continuez à scroller. Mais, et si cette toux n'était pas un simple rhume? Et si dans ce wagon, à cet instant précis, venait de commencer quelque chose que l'humanité a déjà vécu une fois et qui a tué un être humain sur 3 en Europe? Pas dans un film, pas dans une série Netflix, dans la vraie vie, dans votre ville, dans votre quartier, dans votre immeuble. Nous parlons de la peste noire, le fléau le plus dévastateur que l'espèce humaine ait jamais connu. Une maladie qui, au XIVe siècle, a effacé entre 30 et 60% de la population européenne en moins de 7 ans. Des millions de corps entassés dans des fosses communes, des villes entières réduites au silence, des familles disparues du jour au lendemain, sans explication, sans remède, sans espoir. Et aujourd'hui, en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, la bactérie responsable de tout ça existe toujours. Elle n'a pas disparu, elle n'a pas été éradiquée. Elle attend, tapie dans les recoins du monde, dans des rongeurs, dans des puces, dans des sols que personne n'a touchés depuis des siècles. La question que personne n'ose vraiment poser, c'est celle-ci. Que se passerait-il si elle revenait aujourd'hui? Pas au Moyen-Âge, avec ses rues en terre battue et ses médecins masqués de becs d'oiseaux. Aujourd'hui, avec nos métros, nos aéroports, nos marchés mondiaux, nos millions de personnes entassées dans des mégapoles connectées en permanence. Ce que vous allez voir dans cette vidéo n'est pas une fiction. C'est une simulation scientifique, construite à partir de données réelles, de modèles épidémiologiques utilisés par les plus grands instituts de santé du monde, et des recherches les plus récentes sur Yersinia pestis, le nom scientifique de la bactérie qui a failli anéantir l'humanité. Et je vous préviens, ce que vous allez apprendre va changer la façon dont vous regardez les gens autour de vous, pour toujours. Restez jusqu'à la fin, parce que la partie la plus terrifiante n'est pas ce que vous imaginez, c'est bien pire. Avant d'aller plus loin, je veux vous poser une question, et je veux que vous y réfléchissiez, vraiment, pas juste en surface. Si demain matin, en ouvrant votre téléphone, vous lisiez un titre « Cas de peste confirmé à Lyon, les autorités demandent le calme », quelle serait votre première réaction? Vous diriez peut-être que c'est impossible, que ça n'existe plus, que la médecine moderne a tout sous contrôle. Vous fermeriez l'application et vous continueriez votre journée. C'est exactement ce que pensaient les habitants de Kaffa en 1346, une ville portuaire prospère sur les bords de la mer Noire, du commerce, de l'animation, de la vie. Et puis en l'espace de quelques semaines, des corps partout, des gens qui tombaient dans la rue avec des ganglions gonflés comme des œufs, de la fièvre à faire délirer, la peau qui noircissait aux extrémités. Personne ne comprenait, personne ne savait quoi faire. Les médecins fuyaient, les prêtres refusaient de donner les derniers sacrements. Les parents abandonnaient leurs enfants malades. Ce n'est pas un conte, c'est documenté, c'est dans les archives, c'est dans l'histoire. La peste noire est arrivée en Europe par les bateaux génois qui fuyaient Kaffa. En 1347, ces navires ont accosté en Sicile. Les marins étaient soit morts, soit mourants. Les autorités portuaires ont ordonné aux bateaux de repartir immédiatement. Mais il était trop tard. La bactérie était déjà là. En moins de 3 ans, elle avait traversé toute l'Europe, de la Sicile à la Norvège, du Portugal à la Pologne, sans avion, sans autoroute, sans Internet, juste des routes de commerce, des marchés, des pèlerinages et des rats porteurs de puces infectées qui voyageaient dans les cales des bateaux et les chariots des marchands. Si elle s'est propagée aussi vite à cheval et en bateau, imaginez ce qu'elle ferait aujourd'hui, dans un monde où un homme peut déjeuner à Paris et dîner à Tokyo le même jour, où des millions de personnes traversent les frontières chaque heure, où les marchandises voyagent dans des conteneurs depuis des régions du monde où Yersinia pestis circule encore activement. Parce que oui, et c'est là que beaucoup de gens s'arrêtent de respirer quand ils l'apprennent, la peste n'a jamais disparu. Chaque année, des centaines de cas sont recensés dans le monde. À Madagascar, en République démocratique du Congo, au Pérou, aux États-Unis. L'Organisation mondiale de la santé suit ces cas en temps réel. Les épidémiologistes surveillent, les laboratoires analysent. Et ils s'inquiètent, pas de manière hystérique, de manière scientifique, mesurée, calculée, parce qu'ils savent quelque chose que vous n'avez probablement jamais appris à l'école. Yersinia pestis mute. Comme tous les agents pathogènes, elle évolue.
et certaines souches récemment identifiées ont développé une résistance partielle aux antibiotiques qui constituent notre principale ligne de défense. Laissez ça s'installer un moment. La bactérie qui a tué un tiers de l'Europe est toujours là. Elle évolue, et notre arme principale contre elle commence à perdre de son efficacité. Maintenant, posez-vous cette question. Êtes-vous vraiment prêt à parier que notre monde moderne est immunisé contre elle? Parce que dans cette vidéo, nous allons construire ensemble, étape par étape, minute par minute, la simulation de ce qui se passerait réellement si un foyer de peste se déclarait aujourd'hui dans une grande ville européenne. Et les résultats, basés sur des modèles mathématiques réels, vont vous surprendre. Pas de la manière dont vous espérez. Parlons science. Parce que pour vraiment comprendre ce qui se passerait aujourd'hui, vous devez comprendre à quoi nous avons affaire. Et je vous garantis que la réalité est bien plus fascinante et terrifiante que tout ce que vous avez pu imaginer. Yersinia pestis, c'est son nom. Une bactérie de la famille des Enterobacteriaceae, découverte et isolée pour la première fois en 1894 par Alexandre Yersin, un médecin franco-suisse travaillant à Hong Kong pendant une épidémie. Oui, un médecin français a découvert cette bactérie. L'histoire a parfois un sens du détail troublant. Ce qui rend Yersinia pestis exceptionnellement dangereuse n'est pas simplement sa létalité, c'est son intelligence biologique. Elle possède des mécanismes d'évasion immunitaire qui la rendent presque invisible aux défenses naturelles du corps humain pendant les premières heures d'infection. Elle produit des protéines spéciales, appelées YOPS, pour Yersinia Uterprotein, qui désactivent les cellules immunitaires avant même qu'elles puissent reconnaître l'intrus. Concrètement, voici ce qui se passe. Quand la bactérie entre dans votre corps, votre système immunitaire envoie des macrophages, les soldats de votre corps, pour la neutraliser. Normalement, ces cellules engloutissent et détruisent les bactéries. Mais Yersinia pestis fait quelque chose d'extraordinaire. Elle survit à l'intérieur de ces mêmes macrophages. Elle les utilise comme taxi. Elle voyage à l'intérieur de vos propres cellules défensives jusqu'aux ganglions lymphatiques, où elle commence à se multiplier de manière explosive. C'est là que apparaissent les bubons, ces gonflements caractéristiques de la taille d'un œuf, voire d'une orange, qui ont donné son nom à la forme bubonique de la maladie. Ces bubons sont des ganglions lymphatiques littéralement remplis à craquer de bactéries. Ils sont extrêmement douloureux. Ils peuvent atteindre 10 cm de diamètre, et dans les cas graves, ils noircissent et se nécrosent, d'où le nom peste noire. Il existe 3 formes de la maladie. La forme bubonique, la plus commune, avec un taux de mortalité sans traitement de 30 à 60%. La forme septicémique, où la bactérie envahit directement le sang, taux de mortalité sans traitement, quasiment 100%. Et la forme pneumonique, la plus terrifiante, la bactérie atteint les poumons, et la maladie devient transmissible par voie aérienne, par une simple toux ou éternuement. Taux de mortalité sans traitement, proche de 100%, et la mort survient en 24 à 72 heures. Dans un scénario de réémergence aujourd'hui, c'est la forme pneumonique qui représente le danger le plus catastrophique, parce qu'elle ne nécessite plus de puces ni de rats comme vecteurs. Elle se transmet directement d'homme à homme, dans l'air que vous respirez, dans les espaces fermés, dans les transports en commun bondés. Ce qui nous ramène à ce wagon de métro du début. Aujourd'hui, nous avons des antibiotiques, la streptomycine, la gentamicine, la doxycycline, tous efficaces si le traitement est commencé dans les 24 premières heures, suivant les premiers symptômes. C'est là la clé, 24 heures. Au-delà, les chances de survie chutent dramatiquement. Et dans une épidémie à grande échelle, dans une ville de plusieurs millions d'habitants, combien de personnes seraient diagnostiquées et traitées dans ce délai? La réponse honnête, une minorité. Parce que les premiers symptômes de la peste ressemblent à une grippe sévère. Fièvre, frissons, maux de tête, fatigue extrême. Combien de personnes consultent un médecin le premier jour d'une grippe? Très peu. Elles restent chez elles. Elles prennent du paracétamol. Et pendant ce temps, la bactérie se multiplie. Et pendant que vous écoutez ça, posez-vous une question simple. La dernière fois que vous avez eu de la fièvre, est-ce que vous avez appelé votre médecin le premier jour? Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Oubliez les statistiques froides. Oubliez les graphiques. Je veux que vous viviez ça de l'intérieur. Voici ce que serait le jour 1 d'un foyer de peste pneumonique dans Paris d'aujourd'hui. 06h14 du matin. Dans le 13e arrondissement, un homme de 34 ans, appelons-le Thomas, se réveille avec une fièvre à 38,7 à 7 degrés. Il a mal à la tête. Il a la gorge irritée. Il pense à une grippe. Il prend un Doliprane, envoie un message à son chef pour dire qu'il sera en télétravail, et se recouche.
Avant de s'endormir, il a éternué 2 fois dans son appartement. Sa compagne est dans la pièce d'à côté. Thomas ne sait pas qu'il a été en contact avec un rongeur infecté lors d'un voyage professionnel à Madagascar 3 semaines plus tôt. Il ne sait pas que la bactérie qui est maintenant dans ses poumons se divise toutes les 20 minutes. Il ne sait pas qu'en dormant, il vient d'exposer sa compagne. 02h30. Sa compagne, Léa, prend le métro ligne 7 pour aller au travail. Elle tousse légèrement dans le wagon. Elle pense avoir attrapé la grippe de Thomas. Dans ce même wagon, il y a 47 personnes, dont une infirmière qui va prendre sa garde, un étudiant qui va aller en cours à la Sorbonne, une enseignante qui va retrouver 28 élèves dans sa classe. 10h rien. Thomas appelle son médecin généraliste. Le premier rendez-vous disponible est dans 3 jours. Il ne mentionne pas le voyage à Madagascar. Pourquoi le ferait-il? C'était il y a 3 semaines, et il se sentait bien. Il prend un autre Doliprane et regarde Netflix. 12h30. Sa fièvre monte à 39,9 degrés. Il commence à avoir des difficultés à respirer. Il appelle le 15, le SAMU. Le temps d'attente pour être pris en charge est de 23 minutes. L'opérateur pense à une pneumonie virale classique. Une ambulance est envoyée. 14h15. Thomas arrive aux urgences de la Pitié-Salpêtrière. Il est placé en salle d'attente commune. Il attend 1h40 avant de voir un médecin. Dans ce temps d'attente, il a toussé plusieurs fois. La salle d'attente des urgences, ce jour-là, compte 34 autres patients. 16h ans. Le médecin urgentiste suspecte une pneumonie bactérienne sévère. Il prescrit des antibiotiques standards, de l'amoxicilline. Ce n'est pas le bon antibiotique pour la peste. Il fait une radiographie pulmonaire et des analyses de sang. Les résultats mettront 4 heures. 20h. Les résultats reviennent. Quelque chose cloche. La numération formule sanguine est catastrophique. Le médecin décide d'envoyer un prélèvement au laboratoire de référence pour analyse approfondie. Le résultat prendra 18h. 23h47. Thomas est en réanimation. Sa condition se dégrade rapidement. Personne ne sait encore ce qu'il a vraiment. Et pendant que Thomas lutte pour sa vie dans un couloir d'hôpital, Léa est rentrée chez elle avec de la fièvre. L'infirmière du métro a terminé sa garde et est rentrée dans sa ville de banlieue. L'étudiant de la Sorbonne a partagé un repas avec 6 amis à midi. L'enseignante a passé 7 heures avec 28 enfants. La machine est en marche. Et personne ne le sait encore. Vous sentez l'accélération? Parce qu'on n'est qu'au jour 1. Et dans quelques instants, on passe au jour 3. Accrochez-vous. Jour 3. Juste 48 heures plus tard. Le laboratoire de référence de l'Institut Pasteur vient de confirmer ce que le médecin urgentiste n'osait pas imaginer. Yersinia pestis, forme pneumonique. Le directeur de l'agence régionale de santé est réveillé à 3h47 du matin. Dans l'heure qui suit, le ministre de la Santé est informé. À 6h, une réunion de crise se tient à l'Élysée. À ce moment précis, selon les modèles épidémiologiques de l'Institut Pasteur et de l'ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, combien de personnes ont déjà été exposées? La réponse varie selon les modèles. Mais la fourchette basse, la plus optimiste, est de 200 à 400 personnes potentiellement exposées dans les 48 premières heures. Dans un scénario de propagation standard pour une maladie à transmission respiratoire dans une ville de la densité de Paris, 200 à 400 personnes, dispersées dans 8 arrondissements, dans des hôpitaux, des écoles, des bureaux, des restaurants, dont certaines ont déjà pris le train pour d'autres villes, dont certaines ont pris l'Eurostar pour Londres, dont certaines ont pris un avion. C'est le moment où vous comprenez pourquoi les épidémiologistes n'arrivent pas à dormir. Mais voici ce que les médias ne vous disent jamais. Voici le détail que les gouvernements minimisent. Voici la vérité que les manuels d'épidémiologie notent en petits caractères. La France a des stocks stratégiques d'antibiotiques. Le PRUS, l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, maintient des réserves pour faire face à des épidémies. Mais ces stocks sont calculés pour un nombre défini de cas, pas pour une épidémie urbaine à propagation exponentielle. Et la logistique de distribution de ces stocks, les acheminer aux bons endroits, aux bonnes personnes, dans le bon délai, est un défi colossal que même les simulations les mieux préparées peinent à résoudre parfaitement. Il y a aussi le facteur humain, le facteur dont personne ne parle. Lors de chaque grande épidémie de l'histoire, la grippe espagnole de 1918, le SRAS de 2003, la Covid de 2020, il y a eu le même phénomène, la fuite. Les gens quittent les villes infectées. Ils vont chez leurs parents, chez leurs amis, à la campagne. Et ce faisant, ils propagent précisément ce dont ils fuient. En 1918, à Philadelphie, lorsque la grippe espagnole a frappé, les habitants ont fui vers les villes voisines. Résultat,
la maladie s'est répandue encore plus vite dans toute la région. En 2003, à Pékin, lors du SRAS, des milliers de personnes ont quitté la ville en une nuit lorsque les rumeurs de quarantaine ont commencé à circuler. En 2020, lors du premier confinement en France, vous vous en souvenez peut-être, il y a eu un exode de Paris vers les régions la veille de l'annonce officielle. Les humains fuient, c'est instinctif, c'est biologique, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les épidémies se propagent. Alors voilà la question que je vous pose, et je veux que vous y répondiez honnêtement, pour vous-même, dans votre tête, maintenant. Si demain matin vous appreniez qu'il y a un foyer de maladie infectieuse grave dans votre ville, est-ce que vous resteriez ou est-ce que vous feriez vos valises? Laissez un commentaire en bas. Je suis sincèrement curieux de savoir ce que vous pensez, parce que votre réponse en dit plus sur l'avenir de l'humanité face aux pandémies que n'importe quel modèle mathématique. Ce que vous venez d'entendre, c'est le jour 3. Dans le bloc 2, nous allons aller plus loin. Nous allons voir ce qui se passe au jour 7, au jour 14. Et nous allons parler de quelque chose que très peu de vidéos osent aborder. Est-ce que notre système de santé moderne survivrait vraiment? Ou est-ce qu'il y a des fissures que personne ne vous a montrées? La réponse va vous changer. Préparez-vous. Jour 7, une semaine. Juste 7 jours après ce wagon de métro du mardi matin. Les chiffres officiels parlent de 847 cas confirmés en France. Mais voici ce que vous devez comprendre sur les chiffres officiels en début d'épidémie. Ils ne représentent jamais la réalité. Ils représentent les cas qui ont été testés, confirmés, enregistrés dans le système. Les épidémiologistes utilisent un coefficient multiplicateur pour estimer le nombre réel de cas. Pour une maladie à début symptomatique ressemblant à une grippe, ce coefficient est généralement entre 5 et 15. Ce qui signifie que derrière ces 847 cas officiels, il pourrait y avoir entre 4 000 et 12 000 personnes infectées en France, qui ne le savent pas encore, qui continuent leur vie, qui continuent à prendre les transports, qui continuent à aller au supermarché. Les hôpitaux parisiens sont déjà en tension, pas encore en rupture, mais en tension. Les services de réanimation fonctionnent à 94% de capacité. Les stocks de certains antibiotiques spécifiques commencent à être rationnés. Des médecins généralistes reçoivent des centaines d'appels par jour de patients paniqués qui présentent le moindre symptôme grippal et veulent être testés immédiatement. Et c'est là qu'apparaît un phénomène que les épidémiologistes redoutent autant que la maladie elle-même. L'engorgement des urgences par les cas non-peste. Des milliers de personnes qui ont de la fièvre pour une grippe ordinaire, un rhume, une angine, se précipitent aux urgences par peur. Ces patients occupent des lits, utilisent des ressources, prennent du temps médical. Et pendant ce temps, les vrais cas de peste attendent. Et chaque heure d'attente, c'est une heure de moins dans la fenêtre thérapeutique de 24 heures. Le gouvernement annonce des mesures. Fermeture des écoles dans les départements touchés. Recommandations de télétravail. Annulation des grands rassemblements. Les mots quarantaine et confinement ne sont pas encore prononcés officiellement, parce que dire ces mots, c'est déclencher la panique. Et la panique, comme nous venons de le voir, tue autant que la maladie. À Londres, un cas est confirmé. Un voyageur arrivé de Paris 4 jours plus tôt. Le gouvernement britannique convoque une réunion d'urgence du COBER, le Comité des urgences nationales. À Bruxelles, 2 cas suspects. À Madrid, 1. L'OMS élève le niveau d'alerte internationale. Et dans le 13e arrondissement de Paris, Thomas est mort. Au jour 5, ses poumons avaient relâché. La forme pneumonique avait progressé trop vite. Le bon antibiotique avait été administré trop tard. Au jour 2, quand le diagnostic avait enfin été confirmé. Mais pour lui, c'était déjà trop tard. Léa, sa compagne, est en réanimation. Son pronostic est réservé. L'infirmière du métro est guérie. Elle a été diagnostiquée rapidement grâce à son milieu professionnel et traitée à temps. Elle est désormais en quarantaine, soulagée d'être en vie, dévastée par la culpabilité de ne pas savoir combien de personnes elle a pu exposer pendant sa garde. L'enseignante est hospitalisée. Parmi ses 28 élèves, 3 présentent des symptômes. Leurs familles ont été contactées. Certaines ont déjà quitté Paris avant que les autorités puissent les joindre. La machine tourne, elle s'accélère. Et le système, ce système que vous pensiez infaillible, commence à montrer ses premières fissures. Parce que voici ce que personne ne vous dit. Notre système de santé moderne n'a jamais été conçu pour absorber une épidémie de cette nature. Il a été conçu pour l'efficacité quotidienne, traiter un flux constant et prévisible de patients. Pas pour un choc exponentiel soudain, pas pour un afflux massif simultané, pas pour une maladie qui frappe vite, fort, et qui nécessite des soins intensifs pour une proportion élevée de cas graves.
Le jour 7, ce n'est pas la fin. C'est le début de la vraie crise. Et le jour 14 va vous couper le souffle. Jour 14, 2 semaines. Je vais vous donner les chiffres, pas pour vous faire peur, pour vous faire comprendre ce que la croissance exponentielle signifie vraiment, dans la réalité, dans la chair, dans les couloirs d'hôpitaux. Cas confirmés en France, 23 400. Décès confirmés, 1847. Cas suspects en cours d'analyse, 41 000. Personnel soignant infecté, 2300, dont 47 décédés. Ce dernier chiffre est crucial, parce que chaque soignant infecté, c'est un soignant retiré du système. C'est une infirmière en moins dans un couloir déjà saturé. C'est un médecin urgentiste de moins face à une salle d'attente qui déborde. Les hôpitaux de Paris ont activé les plans blancs, le niveau d'urgence maximale du système hospitalier français. Les opérations non urgentes sont annulées. Les congés du personnel soignant sont suspendus. Des hôpitaux de campagne militaires sont montés dans les parcs et les gymnases. Mais voici ce que les chiffres ne montrent pas, ce que les communiqués officiels ne disent pas, ce que vous n'entendrez jamais dans un briefing de presse gouvernementale. Dans certains couloirs d'hôpitaux, des médecins font des choix impossibles, des choix que l'éthique médicale appelle le triage de crise. Quand il n'y a pas assez de respirateurs pour tous les patients en détresse respiratoire sévère, quelqu'un doit décider qui reçoit le respirateur, en fonction de l'âge, en fonction des chances de survie, en fonction de la présence ou non de comorbidité. C'est exactement ce qui s'est passé en Italie au printemps 2020, lors du pic de la Covid dans la région de Bergame. Des médecins ont dû rédiger, certains en pleurant, des protocoles de triage. Des patients de plus de 80 ans ont été déprioritisés, pas par cruauté, par nécessité mathématique. La peste, avec son taux de mortalité bien plus élevé que la Covid et sa progression vers une insuffisance respiratoire aiguë dans les formes pneumoniques, poserait ce même dilemme, mais de manière encore plus brutale et plus rapide. Au jour 14, 5 pays européens ont fermé leurs frontières avec la France. L'Union européenne est en réunion d'urgence permanente. Les marchés financiers ont chuté. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont perturbées, parce que des ports refusent les marchandises françaises. Des compagnies aériennes ont suspendu tous leurs vols vers et depuis la France. Et dans les rues de Paris, quelque chose s'est brisé. Pas les infrastructures, pas les bâtiments, quelque chose d'autre. Le tissu social, cette confiance implicite qui fait que vous montez dans un ascenseur avec un inconnu sans y penser. Cette normalité invisible qui fait que vous touchez une poignée de porte, que vous prenez votre monnaie des mains d'un caissier, que vous serrez la main d'un collègue, sans jamais vous demander si ce geste simple pourrait vous tuer. Cette confiance s'est effondrée, et une fois qu'elle s'effondre, il faut des années pour la reconstruire. En 1349, à Strasbourg, alors ville du Saint-Empire germanique, la terreur de la peste noire a conduit à des pogroms contre les communautés juives, accusées à tort d'avoir empoisonné les puits. Des milliers de personnes innocentes ont été massacrées, pas par la bactérie, par la peur, par la recherche d'un coupable quand le monde s'effondre. L'histoire nous enseigne que les épidémies ne tuent pas seulement avec leurs agents pathogènes. Elles tuent aussi avec la peur, la méfiance, la désintégration du lien social. Et au jour 14, ces mêmes dynamiques sont déjà visibles dans les réseaux sociaux, dans les commentaires, dans les regards dans la rue. Pas encore de violence, mais quelque chose de plus insidieux, la peur de l'autre, la suspicion, l'isolement volontaire qui précède l'isolement imposé. Vous regardez encore? Parce que ce qui vient ensuite, c'est la question que personne n'ose poser. Est-ce que l'humanité moderne serait capable de s'en sortir? Ou est-ce que nous avons créé un monde tellement interconnecté, tellement dépendant, tellement fragile, que la moindre fissure peut tout faire s'effondrer? La réponse arrive, et elle n'est pas celle que vous espérez. Mais attendez, avant de vous laisser emporter par le pessimisme, et je comprends que tout ce que vous venez d'entendre puisse y mener, il y a une autre face de cette histoire. Une face que les médias ne couvrent pas, parce qu'elle ne génère pas de clics, parce qu'elle n'est pas spectaculaire, parce qu'elle se passe dans des laboratoires silencieux, entre des personnes qui ne cherchent pas la célébrité. La science moderne n'est pas impuissante face à Yersinia pestis. Commençons par ce que nous avons déjà. Les antibiotiques restent efficaces contre les souches non résistantes, et aujourd'hui, la grande majorité des souches identifiées dans le monde restent sensibles aux traitements standards. La résistance partielle existe, mais elle n'est pas encore généralisée. C'est une fenêtre qui pourrait se fermer, mais qui est encore ouverte. Il existe également un vaccin contre la peste. Pas un vaccin parfait, pas un vaccin largement disponible, pas un vaccin qui protège contre la forme pneumonique, mais un vaccin.
Développé initialement au XIXe siècle et amélioré depuis, il est utilisé dans certaines régions endémiques et pour des personnels à risque spécifique. Des recherches sont en cours pour développer un vaccin de nouvelle génération, notamment à base de protéines recombinantes, qui pourrait offrir une protection plus large et plus durable. L'Institut Pasteur, oui, le même dont nous avons parlé, fondé par Louis Pasteur, un autre grand scientifique français, travaille activement sur la caractérisation moléculaire de Yersinia pestis et sur les mécanismes de résistance aux antibiotiques. Des équipes à l'Université de Marseille, au NIH américain, à l'Institut Robert Koch en Allemagne, collaborent sur ces recherches. Et ici, je veux vous dire quelque chose d'important. Quelque chose que cette vidéo veut vous laisser comme message fondamental. La science a déjà gagné contre la peste une fois, dans les années 1940 et 1950, grâce à la streptomycine, le premier antibiotique vraiment efficace contre Yersinia pestis. La mortalité de la maladie est passée de 30-60% à moins de 10% avec traitement précoce. En quelques années, pas en siècles, en années, cette victoire n'était pas inévitable. Elle était le résultat de décennies de travail scientifique acharné, de chercheurs qui ont consacré leur vie à comprendre une bactérie invisible. Elle était le résultat du financement de la recherche fondamentale. Cette recherche qui ne sait pas encore à quoi elle servira, mais qui construit la connaissance qui sauvera des vies dans 10, 20, 50 ans. Et aujourd'hui, avec les outils de la biologie moléculaire moderne, avec le séquençage génomique rapide, avec l'intelligence artificielle appliquée à la découverte de médicaments, avec les plateformes d'ARN messager qui ont prouvé leur efficacité lors de la Covid, nous avons des capacités que les scientifiques des années 1940 ne pouvaient même pas imaginer. Ce que vous venez de vivre dans cette vidéo, cette simulation, ce scénario, n'est pas une prophétie, c'est un avertissement. Un avertissement de ce qui pourrait arriver si nous ne préparons pas, si nous ne finançons pas la recherche, si nous ne renforçons pas nos systèmes de santé, si nous ne maintenons pas les réseaux internationaux de surveillance épidémiologique. La différence entre une épidémie qui tue des milliers de personnes et une pandémie qui en tue des millions ne tient parfois qu'à quelques heures. La vitesse du diagnostic, la disponibilité du traitement, la rapidité de la réponse coordonnée. Et ça, ce n'est pas une question de destin. C'est une question de choix politique, de financement public, de priorité collective. C'est une question de ce que nous, en tant que société, décidons de considérer comme important. Alors voici la vraie question. Pas celle de savoir si la peste pourrait revenir. Elle peut. La vraie question est, est-ce que nous faisons les choix nécessaires pour être prêts ? Revenons à Paris. Revenons à ce mardi matin. Revenons à ce wagon de métro. Cette simulation que nous venons de vivre ensemble, ce jour 1, ce jour 7, ce jour 14, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle est construite sur des données réelles, des modèles réels, des cas réels. La peste noire n'est pas une légende. Yersinia pestis n'est pas un monstre des contes. C'est une bactérie qui existe aujourd'hui, dans des réservoirs naturels, sur tous les continents sauf l'Antarctique. Et pourtant, et c'est ici que j'arrive au cœur de ce que je voulais vraiment vous dire avec cette vidéo, pourtant, nous ne vivons pas dans la terreur permanente de la peste. Nous prenons le métro, nous allons au café, nous serrons la main de nos collègues, nous embrassons nos enfants, nous vivons, et c'est une victoire silencieuse, invisible, que nous ne célébrons jamais parce que nous n'en sommes même pas conscients. La victoire de la science, de la médecine, des systèmes de santé publique, de la surveillance épidémiologique internationale, tous ces rouages invisibles qui tournent chaque jour pour que vous puissiez monter dans ce wagon de métro sans y penser. Mais cette victoire n'est pas acquise pour toujours. Elle est conditionnelle. Elle dépend de choix que nous faisons collectivement, en tant que société, en tant que démocratie. Elle dépend du financement de la recherche fondamentale. Elle dépend du renforcement des systèmes hospitaliers. Elle dépend de la coopération internationale en matière de santé publique. Elle dépend de la confiance dans la science. Je voudrais vous parler d'un homme. Son nom est Albert Camus, un écrivain français, algérien de naissance, français de cœur et d'esprit. En 1947, il a publié un roman intitulé La peste, l'histoire d'une ville algérienne, Oran, frappée par une épidémie de peste, et de ce que ça révèle sur les hommes, sur leur courage, sur leur lâcheté, sur leur solidarité, sur leur égoïsme, sur ce qu'il reste de l'humanité quand tout s'effondre. À la fin du roman, le narrateur, le docteur Rieu, dit quelque chose que j'ai pensé tout au long de la construction de cette vidéo. Il dit que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge,
qui l'attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et qu'il viendra peut-être un jour, pour le malheur et l'enseignement des hommes, réveiller ces rats et les envoyer mourir dans une cité heureuse. Camus a écrit ça en 1947, avec les connaissances médicales de son époque, sans Internet, sans séquençage génomique, sans ARN messager, et il avait raison. La leçon de la peste noire, la leçon de la Covid, la leçon de toutes les grandes épidémies de l'histoire humaine, c'est une seule et même leçon. Nous ne sommes pas invulnérables. Notre civilisation, aussi complexe, aussi technologique, aussi brillante soit-elle, reste fragile. Elle reste dépendante de la santé de chacun de ses membres. Elle reste vulnérable au microscopique, à l'invisible, au vivant qui ne connaît ni frontières ni passeport. Et c'est précisément pour ça qu'elle vaut la peine d'être défendue, protégée, soignée. La prochaine fois que vous monterez dans ce wagon de métro, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un tousser, la prochaine fois que vous penserez que la médecine moderne a tout réglé, que les grandes épidémies c'est du passé, que ça n'arrive qu'aux autres et qu'à d'autres époques, souvenez-vous de Thomas, souvenez-vous de Léa, souvenez-vous de ce wagon de métro un mardi matin ordinaire, et rappelez-vous que la vigilance n'est pas la peur. La vigilance, c'est le respect de la vie. Si vous regardez encore cette vidéo, et je suis sincèrement heureux que vous soyez encore là, c'est parce que quelque chose dans ce que vous venez d'entendre vous a touché. Pas seulement effrayé, touché. Parce que cette vidéo n'était pas, et n'a jamais été, une vidéo sur la mort. C'était une vidéo sur la vie, sur la fragilité de la vie, sur la valeur de la vie, sur ce que l'humanité a construit, siècle après siècle, erreur après erreur, épidémie après épidémie, pour que vous puissiez être là, maintenant, à regarder cette vidéo sur votre téléphone ou votre ordinateur, en bonne santé, en sécurité. Nous avons traversé ensemble le pire scénario imaginable. Et à la fin de ce voyage, ce que je veux que vous emportiez avec vous, ce n'est pas la peur, c'est la conscience. La conscience que notre monde est précieux et fragile, que les systèmes qui nous protègent méritent d'être soutenus, financés, défendus, que la science n'est pas l'ennemi de l'humanité, elle en est le bouclier. Je veux vous poser une dernière question, et cette fois, je vous demande vraiment d'y répondre dans les commentaires. Pas pour moi, pour créer une conversation, pour que cette vidéo devienne plus qu'un visionnage passif. Quelle est la première chose que vous allez faire différemment après avoir regardé cette vidéo? Est-ce que vous allez appeler votre médecin plus tôt la prochaine fois que vous avez une fièvre qui dure? Est-ce que vous allez vous renseigner sur les vaccins recommandés pour vos voyages? Est-ce que vous allez soutenir le financement de la recherche médicale? Ou est-ce que vous allez simplement regarder les gens autour de vous dans le métro, vraiment les regarder, et penser à la incroyable complexité de ce réseau humain qui tient ensemble? Écrivez-le dans les commentaires, maintenant, parce que ces commentaires, chaque réponse que vous laissez, ils m'aident à comprendre ce qui vous touche, ce qui vous intéresse, ce que vous voulez explorer. Et ils aident cet algorithme capricieux à montrer cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a fait penser à quelque chose que vous n'aviez jamais envisagé, si elle vous a, ne serait-ce qu'un instant, changé la façon dont vous regardez le monde, alors partagez-la, envoyez-la à quelqu'un, pas pour faire peur, pour faire réfléchir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, ce bouton d'abonnement juste en dessous de cette vidéo, c'est une façon de nous dire que vous voulez continuer ce voyage, que vous voulez continuer à explorer ces questions que personne ne pose vraiment. Ces vérités inconfortables qui se cachent derrière la surface lisse de notre quotidien. Parce que sur cette chaîne, c'est exactement ce que nous faisons. Nous allons là où ça fait mal réfléchir. Nous posons les questions difficiles. Nous regardons en face les choses que nous préférons ne pas voir. Pas pour créer de l'angoisse, mais parce que comprendre le monde tel qu'il est vraiment, c'est la seule façon de le rendre meilleur. La prochaine vidéo va explorer quelque chose qui va vous surprendre encore plus. Quelque chose que votre corps fait en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, et que les chercheurs ont découvert seulement récemment. Quelque chose qui va complètement changer la façon dont vous pensez à votre propre santé. Activez la cloche, pour ne pas la manquer. Thomas est mort, un mardi matin, dans le 13e arrondissement de Paris. Il ne savait pas que sa vie allait changer dans ce wagon de métro. Vous, maintenant, vous savez, faites quelque chose de cette connaissance.